Alors, un certain nombre de faits stylisés récents en matière de crise financière. Le premier et le plus massif, je crois, c'est la multiplication des crises. Au fond, sur les 40 dernières années, on a eu une crise en moyenne tous les 4 ans. Donc on peut en énumérer un certain nombre. Celle du Mexique en 84, évidemment. Celle des fonds de pension dans les années 80, un certain nombre de crises en Amérique latine. La crise du Japon en 1990-91. La crise en Asie du Sud-Est, 97-98. La crise de la Russie à la même époque. La crise dot-com en 2000-2001, la crise des subprimes en 2007-2009, la crise des dettes publiques européennes en 2010. Donc il y a une multiplication et une aggravation de la portée de ces crises. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la taille de la bulle spéculative est de plus en plus élevée, de plus en plus grande, et donc l'impact récessif sur l'économie réelle de la crevaison de la bulle est de plus en plus sévère. Ça, c'est un premier fait stylisé. Deuxième fait stylisé, on assiste également à une mobilité de plus en plus grande des capitaux sur la planète, ce qui a pour effet de déstabiliser de manière de plus en plus massive les grands pays émergents du Sud. L'exemple paradigmatique, c'est la crise d'Asie du Sud-Est de 97-98, où vous avez eu de forts investissements de capitaux étrangers dans un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est, par exemple l'Indonésie, qui se sont retirés très brutalement et qui ont rendu exsangues ces économies, avec un effondrement de leur taux de change, du taux de change de leur monnaie. Donc depuis lors, ces pays-là essaient de se protéger en accumulant des réserves de change phénoménales, mais on a assisté de nouveau à une guerre des monnaies il y a quelques mois entre le Brésil par exemple et l'hémisphère nord. Et donc aujourd'hui, beaucoup de pays émergents du Sud sont déstabilisés à cause de la très grande mobilité des capitaux. Troisième grand fait stylisé, le fait qu'avec la crise européenne de 2010, les dettes publiques elles-mêmes entrent dans le maelstrom financier, ce qui jusqu'à présent n'avait quasiment jamais été le cas. Et ceci est particulièrement déstabilisateur parce que les dettes publiques des grands souverains, par exemple des pays européens, servent souvent de collatéral, donc de gage, de garantie, à toute une série de transactions financières qui concernent d'autres actifs financiers. Si le collatéral lui-même se met à vaciller, alors c'est l'ensemble de l'édifice qui est susceptible de s'effondrer. Donc la crise des dettes publiques européennes est quelque chose d'extrêmement menaçant pour l'ensemble de la sphère financière. Quatrième fait stylisé, c'est le grossissement des grands acteurs bancaires dans la sphère financière. En dépit de la sévérité de la crise de 2007-2009, il y a eu un certain nombre de banques qui ont fait faillite et un certain nombre d'autres qui ont grossi encore plus. Donc aujourd'hui, par exemple, la taille du bilan de BNP Paribas, qui est la première banque française, c'est environ 2000 milliards d'euros. Donc c'est la taille du PIB français, ce qui est absolument inouï. Donc aujourd'hui, on a des acteurs bancaires qui ont des tailles absolument inédites, supérieures quelquefois au PIB d'un certain nombre de pays, ce qui rend évidemment ces acteurs bancaires particulièrement dangereux s'ils font faillite pour les pays hôtes, puisque aujourd'hui, si BNP Paribas devait faire faillite, en accumulant beaucoup de dettes, aucun pays de la zone euro ne serait capable de la sauver. Oui, je crois qu'il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises en matière de dérégulation financière qui sont très largement responsables de la multiplication de ces crises. À titre de contre-exemple, pendant les 30 glorieuses, en gros de 45 à 75, la sphère financière était très réduite, très réglementée, et il n'y a eu aucune crise financière, absolument aucune. À partir du début des années 80, début de l'expérience de dérégulation financière, on assiste à une multiplication et une aggravation des crises financières. Donc il est clair que les décisions de dérégulation sont très largement responsables de la multiplication de ces crises. Comment est-ce qu'on peut diagnostiquer un peu plus finement ce phénomène? Je crois qu'il y a deux points absolument fondamentaux. Le premier, c'est d'avoir mis en avant la mobilité du capital sur la totalité de la planète comme, disons, élément sacro-saint, intouchable. On a érigé la mobilité du capital en fondement de l'Union européenne à travers un certain nombre de traités. La mobilité du capital est également devenue, dans les années 80-90, un élément absolument fondateur et primordial pour l'OCDE et pour le FMI. Alors aujourd'hui, fort heureusement, l'OCDE, par exemple, est en train de faire un revirement à 180 degrés par rapport à ce qu'était cette institution dans les années 90. Il n'empêche que pendant 20 ans, l'OCDE a été une institution qui s'est pensée comme l'architecte de la mondialisation de la mobilité du capital. Donc ça, c'est un fait fondamental. Et ce que je disais tout à l'heure, par exemple, à propos de la grande fragilisation des émergents du Sud, le Brésil, l'Inde, l'Indonésie, la Chine, à cause de la mobilité du capital, n'aurait pas été possible si on n'avait pas organisé l'architecture internationale d'une planète où le capital est parfaitement mobile. Donc ça, c'est un premier point fondamental. Le deuxième point, c'est la licence qui a été accordée aux investisseurs financiers de réaliser des opérations à très fort effet de levier.
Qu'est-ce que c'est qu'une opération à fort effet de levier? C'est très simple à comprendre. Supposez que je sois, par exemple, un fonds de private equity, c'est-à-dire un fonds qui s'occupe essentiellement de racheter des entreprises, les restructurer et les revendre. J'ai, admettons, 10, pour simplifier, de capital propre, de fonds propres. J'emprunte 90 à une banque. Je me retrouve donc à la tête de 100, peu importe l'unité, ça peut être des millions par exemple. Je me retrouve à la tête de 100. Avec ces 100, je fais une opération lucrative. Par exemple, je rachète une entreprise, je la restructure, j'appelle le BCG, je vire la moitié du personnel et je la revends 150, 2 ans plus tard. Je rembourse les 90 de prêts que j'ai contractés auprès de la banque, plus des pouillèmes de taux d'intérêt, et donc je me retrouve avec 50 moins quelques pouillèmes. Or, j'ai démarré avec 10. Et donc, vous voyez bien que j'ai fait une opération qui a rapporté 500% en quelques années, en 2 ans. Aucune opération dans l'économie réelle ne peut rapporter autant. Ça, c'est des opérations à fort effet de levier qui sont extrêmement lucratives quand elles marchent bien, qui sont extrêmement dangereuses quand elles marchent mal, parce qu'un certain nombre de fonds de private equity se sont retrouvés dans la situation fort désagréable en 2008, d'avoir acheté une entreprise 100, admettons, et d'être incapable de la revendre à cause de la crise, et d'avoir à rembourser les 90 auprès de la banque. Et quand ces fonds de private equity n'ont pas pu rembourser la dette, ce sont les banques elles-mêmes qui ont fait faillite. Donc vous voyez, ça c'est un aspect, à mon avis, récent et tout à fait fondamental dans la multiplication et l'aggravation des crises. Et puis le troisième, je crois, c'est la création au milieu des années 90, essentiellement en Europe, de grandes banques dites universelles. En fait, c'est des banques mixtes qui mélangent dans la même institution des opérations de dépôt et de crédit, qui sont les opérations traditionnelles des banques que vous connaissez, celles qui sont au coin de la rue, avec des opérations sur les marchés financiers, qui font que l'argent qui est sur les comptes de dépôt n'est plus sécurisé puisqu'il est menacé par les pertes colossales qu'une banque de marché peut accuser à cause d'opérations à fort effet levier qui auraient mal fonctionné. Alors ça, c'est le fait qu'on ait autorisé, qu'on ait créé des grands monstres bancaires dits universels, en fait mixtes, ça fragilise d'autant plus l'ensemble de la sphère financière. Et il faut rappeler, parce que les gens ont la mémoire courte, que ces monstres-là n'existaient pas jusqu'au début des années 90. Alors, quelle piste aujourd'hui pour réguler la finance? Je crois qu'il y en a au moins 3 qui se dessinent à la lumière de ce que j'ai dit précédemment, du diagnostic que j'ai posé. La première sur la question de la mobilité du capital. Aujourd'hui, comme économiste et comme financier, je n'ai aucune démonstration analytique ou empirique du fait que la mobilité du capital soit intrinsèquement une bonne chose. Comme je l'ai dit, ça induit une fragilisation considérable d'un certain nombre de pays du Sud, dont les taux de change peuvent être bouleversés du jour au lendemain par des capitaux qui s'évadent. Et ça n'est pas forcément la garantie d'investissement intelligent de long terme pour ces pays. Du coup, je crois qu'il faut qu'on se pose la question aujourd'hui de recontrôler le capital, le refaire intelligemment. Par exemple, l'immense débat qu'on a aujourd'hui sur la taxe sur les transactions financières fait partie de ce sujet. L'autre débat qu'on a pu avoir et qu'il faut absolument remettre au sommet de l'agenda de la communauté internationale autour d'une taxe écologique, qui avait été portée pendant un moment par le président Sarkozy, cette question-là, c'est aussi quelque chose qui était un tabou il y a moins d'une dizaine d'années, puisque c'était une violation de la liberté, de la mobilité parfaite du capital, qu'il faut absolument remettre au sommet de l'agenda aujourd'hui pour qu'on puisse en rediscuter sereinement entre nous. Voyez. Donc ça veut dire réinstaurer des poches de protectionnisme, entre guillemets, financier intelligents pour récupérer une partie des recettes financières et les allouer, par exemple, pour la transition énergétique, ou simplement protéger un certain nombre de pays qui sont extrêmement fragilisés. Ça, c'est un premier domaine. Deuxième domaine, j'ai parlé tout à l'heure des opérations à fort effet de levier. Donc là, il y a tout un chapitre de la régulation financière qui tourne autour de la manière dont on peut lisser le cycle du levier. C'est-à-dire, lorsque sur les marchés financiers, les investisseurs sont euphoriques et font preuve d'une exubérance irrationnelle, se mettent à acheter des actifs financiers des sommes colossales alors que ces actifs ne valent pas grand-chose, ils le font parce qu'ils peuvent bénéficier de ratios de levier d'endettement considérables. Ça veut dire que les banques, parce qu'elles sont tout aussi euphoriques, sont prêtes à leur prêter des sommes considérables alors qu'ils ont très peu de fonds propres. Et donc ils s'endettent dans des proportions absolument déraisonnables. Donc là, il faut absolument pouvoir mettre des garde-fous de manière à freiner l'augmentation du ratio de levier, c'est-à-dire du montant que je peux emprunter à une banque compte tenu de mes fonds propres initiaux. Comment on le fait? Il y a plein de manières de le faire. Par exemple, les ratios prudentiels dits de Bâle III, qui encadrent le crédit bancaire, permettent, grâce à ce qu'on appelle le coussin contracyclique, de freiner, lorsqu'il y a trop d'exubérance, l'octroi de crédit déraisonnable de la part des banques. Et puis inversement, lorsqu'il y a une bulle crève et que c'est la panique sur les marchés financiers, alors en général le ratio de levier s'effondre. Donc en 2008, il est passé de 30 voire 35
sur certains marchés américains à 1, ce qui veut dire que, essentiellement, les investisseurs ne pouvaient plus du tout emprunter. Et donc, lorsqu'ils passent à 1, c'est que les prêteurs sont paniqués, ne veulent plus prêter, fondamentalement, alors que c'est justement la période où un certain nombre d'investisseurs surendettés auraient besoin qu'on leur prête un peu à court terme pour ne pas faire faillite. Et il vaut mieux à ce moment-là leur prêter un peu à court terme plutôt que de laisser l'ensemble du système faire faillite. Voyez. Et donc là, il y a une question qui est l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire comment est-ce qu'on dilate un petit peu le ratio de levier quand on est en période de panique. Donc là, ça donne un fil conducteur, si vous voulez, de la régulation macro et micro-prudentielle d'ailleurs, qui est comment est-ce qu'on lisse le cycle du levier de manière à ne pas avoir d'exubérance à la hausse et de dépression trop forte à la baisse. Et puis le troisième élément est lié à la troisième partie de mon diagnostic tout à l'heure, qui est la création de ces grands monstres universels que sont les banques mixtes. En France, nous en avons 4, BNP Paribas, Société Générale, BPCE Natixis et le Crédit Agricole. Je n'ai aucune démonstration du fait que le fait d'avoir une banque mixte soit un bienfait pour la société. En revanche, il est très clair que ça fait peser un risque considérable sur les déposants, puisque ça veut dire que l'argent qui est sur les comptes de dépôt n'est plus sécurisé. Officiellement, il y a une garantie publique qui est supposée le sécuriser, mais on a bien vu au moment de la panique chypriote que les autorités européennes étaient prêtes à envisager de ne pas respecter cette garantie publique. Et on sait très bien que si une de nos 4 grandes banques systémiques françaises faisait faillite demain matin, l'État français serait incapable de sécuriser les dépôts des citoyens français. Donc il est urgent de séparer les banques entre banques de dépôt et de crédit d'un côté, banques d'activité de marché de l'autre, de manière à sécuriser les dépôts et de manière aussi à obliger le département marché de la banque à avoir un comportement plus raisonnable. Parce que si aujourd'hui elles se permettent de se lancer dans des opérations à fort effet de levier, c'est parce qu'elles savent qu'elles bénéficient de la garantie publique implicite induite par la garantie sur les dépôts. Une fois que vous avez séparé les banques, la partie banque de marché n'a plus la garantie publique, donc elle joue le jeu de la concurrence comme toutes les autres banques. Donc au passage, on élimine une distorsion de concurrence. Elle réemprunte sur les marchés au taux qui est vraiment le taux auquel elle devrait emprunter, qui n'est pas bonifié implicitement par la garantie des citoyens, des contribuables, et elle cesse de faire peser une menace considérable sur l'ensemble de l'économie française, par exemple.